Merci, mesdames et messieurs. Et merci aussi à la régie de la télévision Alkouma TV. Merci aussi aux auditeurs de la radio leader Alkouma FM et aux téléspectateurs de la télévision, de la nouvelle télévision Alkouma TV. Le soleil se lève à l'est est notre slogan. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir ici Madame le ministre de la Femme et de la Protection des Enfants, Dr Fatou Diané Gueye, qui est là au Sénégal à Tambacounda dans le cadre du Conseil des ministres, je dirais même de la tournée économique du président Macky Sall à Tambacounda. Elle nous a vraiment fait l'honneur d'accepter de venir sur notre plateau, échanger avec nous sur quelques questions liées à son département. Et Madame le ministre, nous sommes très ravis de vous recevoir. Bonjour. Bonjour, tout le plaisir est pour moi de participer aujourd'hui sur votre plateau spécial. Donc, profiter de notre présence à Tamba. Remercier le président Macky Sall qui m'a permis de revenir à Tambacounda. Mais également vous remercier de nous avoir invités à participer à ce plateau pour discuter des problématiques et surtout des questions qui concernent la femme. D'accord. Merci Madame le ministre. Vous êtes à Tambacounda dans le cadre du Conseil des ministres délocalisés, je dirais de la tournée économique du chef de l'État. Que vous inspire ces conseils des ministres délocalisés et une initiative du président Macky Sall? Alors, pour moi, c'est une bonne occasion. C'est une excellente idée, le fait de convoquer au niveau des régions des conseils des ministres, comme ça se fait à Dakar, tous les mercredis, prendre l'initiative de venir dans une région et de convoquer cette réunion hebdomadaire, en profiter pour inaugurer des infrastructures, en profiter pour rencontrer les acteurs de la région, en profiter pour toucher les problématiques fondamentales de la région, c'est une bonne idée. Donc c'est quelque chose que le président a initié depuis des années. Je pense que la dernière fois ici à Tamba, c'était en 2013. Le 25 avril 2013. Où il avait pris des engagements considérables en termes d'investissement, en termes d'accompagnement des populations de Tamba. Revenir aujourd'hui à Tamba, c'est une bonne occasion pour évaluer ces engagements-là. Ne serait-ce que ce point, c'est assez important dans une vie, de pouvoir surtout tout le temps évaluer les actions et surtout de reprendre d'autres engagements. Donc c'est ça, c'est pour le développement de la localité, ça c'est pour accompagner les localités et je pense que c'est une bonne occasion pour les habitants de Tamba d'avoir cette réunion décentralisée ici à Tambacounda. Et l'économie locale est boostée aussi parce que tous les hôtels ont fait le plein, même les petits commerçants se frottent les mains actuellement. Ah oui, à un moment donné, je pense que le président le dit souvent, que le Sénégal ne se résume pas à Dakar, que le Sénégal c'est aussi le Sénégal des profondeurs. Donc c'est important de délocaliser l'économie tout entière à Tambacounda. C'est important à un moment donné de booster l'économie. Donc ne serait-ce que cet aspect qui booste l'économie locale, cet aspect de permettre à tous les ministres de descendre à Tambacounda, d'être en contact direct avec les populations pour mieux mesurer leurs préoccupations, je pense que ça vaut le coup. Et au-delà de tout ça, comme j'ai dit, le fait de constater visuellement les réalisations et de mesurer les impacts, le fait de reprendre encore d'autres engagements pour la population de Tambacounda, je pense que c'est des facteurs qui sont explicatifs et qui renforcent cette dimension de faire des conseils décentralisés. En tout cas, pour moi, c'est une excellente idée. Dans le cadre économique, du point de vue social, du point de vue éthique, mais également dans sa globalité, c'est une bonne chose de faire découvrir la ville. Parce que déjà, la découverte du point de vue touristique, pour beaucoup de ministres, pour beaucoup d'autres participants, c'est une bonne chose. Mais surtout pour nous, la possibilité de revenir en terre connue. Je pense que... J'allais vous revenir sur ça. Tambacounda est votre ville d'adoption, pour y avoir étudié du moins. Alors, peut-on dire que vous êtes en pèlerinage? J'aimerais, Madame le ministre, que vous nous racontiez un peu votre passage à Tamba. Oui, c'était un passage qui m'est resté dans la tête. Parce que 5 ans de ma vie s'est passé ici, en terre Tambacounda.
j'étais en 5e collège. Donc la première fois à Tamba, c'était dans les années 94-95. J'ai fait le CM Thierno Souleymane Agne. Le premier collège de Tamba d'ailleurs. Oui. Donc j'y ai resté jusqu'à l'obtention du BFM. Après, j'ai été orienté au lycée Mame Cheikh Mbaye. C'était le seul lycée même de Tamba autant. J'y ai resté jusqu'en terminale. Malheureusement, je n'ai pas terminé ma classe terminale parce que mon père a été affecté à Fatick, d'où j'ai obtenu mon baccalauréat. Mais c'est un passage qui m'est resté dans la tête pour beaucoup de raisons. Comme je viens de dire, dans le cadre d'un cursus scolaire, le collège marque toujours la personne. Tout à fait. Dans le cadre d'un cursus au lycée, les 2 premières années, la seconde et la terminale, sont déterminants pour la seconde plutôt et la première sont déterminants pour la terminale. Et je l'ai passé ici à Tamba, avec des professeurs extraordinaires qui sont restés gravés dans ma tête. Mais surtout avec des personnes, des jeunes filles et garçons. Je les ai connus en terre Tamba. On est restés jusqu'à présent ensemble. Je peux nommer l'ancien directeur ou directeur général de la DER, Pape Amadou Sarr. On a fait le lycée ensemble. D'autres personnes qui sont aujourd'hui dans des sphères décisionnelles, on a fait le lycée ensemble. Donc pour vous dire que c'est un passage qui me marque à vie, mais un passage qui me fait plaisir, parce que c'est là où j'ai été désigné comme meilleur élève du Sénégal. À Tamba. À Tamba. C'est là où j'ai reçu des présidents. Parce qu'ayant un père gouverneur, on vous donne le privilège de recevoir des présidents, comme c'est le cas aujourd'hui. Le président Macky Sall loge dans la gouvernance. J'ai reçu plusieurs fois. Oui. Et j'ai eu à recevoir plusieurs fois le président Abdou Diouf. Autant. Donc j'ai eu à recevoir le président Abdoulaye Wade. Donc c'est des passages, comme j'ai dit, qui m'ont marqué et qui me marquent toute la vie. Et c'est pourquoi d'ailleurs j'adore Tambacounda. À l'université, je faisais partie de l'association des ressortissants de Tamba. Jusqu'à aujourd'hui, mes meilleurs amis sont de Tamba. Je peux en citer des personnes, des noms, mais pour vous témoigner, pour vous dire exactement la joie qui m'anime aujourd'hui de me retrouver encore à Tambacounda après 22 années. Merci et bienvenue chez vous. Merci. Alors, on va entrer dans le vif du sujet maintenant. Votre département est en charge de l'entrepreneuriat féminin, dans l'autonomisation économique des femmes et des filles. Pouvez-vous rapidement revenir sur vos grands chantiers dans ce domaine? Alors, comme vous l'avez dit, le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, c'est un ministère qui s'articule sur beaucoup de dimensions. Mais l'une des dimensions capitales, en tout cas si ce n'est pas même la première dimension, constitue l'autonomisation des femmes. Vous savez, au Sénégal, comme on le dit souvent, les femmes sont plus nombreuses que les hommes en termes de population. Mais également en termes de jeunesse, même au niveau jeunesse, les femmes sont beaucoup plus présentes, les jeunes filles sont beaucoup plus présentes que les jeunes hommes. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de problématiques de la société sénégalaise qui concernent, et de façon générale, même toutes les problématiques concernent la femme. Donc, dans le cadre du ministère, nous avons identifié le quelqu'un qui n'a pas de fonds ne peut pas se développer. Mais il faut également de l'encadrement en continu. C'est-à-dire, au-delà de la formation, au-delà de l'accès au financement, il faut renforcer les unités de production. Parce que les femmes s'activent pratiquement dans des volets, sur des secteurs connus. C'est quoi? C'est la transformation des produits céréaliers. C'est les savonneries. C'est quoi? C'est l'agriculture. C'est la pêche. Donc, il faut que ces unités qui constituent aujourd'hui le maillon fort de l'activité des femmes soient renforcées. Donc, il faut également appuyer ces unités. Mais dans toute chose, il y a une dimension hautement sociale portée par les femmes. C'est la gestion de la famille. Cette femme qui est dans la famille, qui est même le socle de la famille, qui travaille matin, midi, soir sur des travaux destinés à l'alimentation, destinés à la prise en charge des besoins de la famille, ce sont des travaux non rémunérés. Mais ces femmes sont dans le compte. Il faut les appuyer en outils pour les soulager dans les travaux de famille. Parce que si elles sont bien soulagées, le temps qu'elles mettaient pour cuisiner, elles peuvent mettre 2 heures de temps au lieu de 4 heures ou 5 heures de temps. Le temps qu'elles mettaient pour plier le mil, pour aller chercher de l'eau, elles peuvent économiser du temps. Et ce temps gagné peut servir à faire des activités génératrices de revenus.
Donc, pour vous dire que l'autonomisation de la femme est une condition sine qua non pour arriver à l'émergence au Sénégal. Voilà, vous parlez d'autonomisation, mais il y a aussi une thématique qui revient souvent dans les débats, le leadership féminin. Voilà, avec le vote de la loi sur la parité, on peut dire que le leadership féminin est une réalité au Sénégal maintenant. Oui. Ou bien il reste toujours encore Il reste toujours en cours. Des défis à relever? Mais oui, beaucoup de défis d'ailleurs. Même si par ailleurs, nous constatons et nous saluons à sa juste valeur les avancées notoires amenées par le président Macky Sall dans le leadership féminin. Beaucoup de femmes sont responsables aujourd'hui, en tout cas sont responsabilisées. Au-delà du ministère de la Femme, qui est un ministère naturellement dévolu à la femme, mais on trouve des ministères où c'est des femmes leaders qui sont ministres. L'économie, l'énergie, qui est un ministère très important. La santé, qui est également un ministère hautement important, stratégique. Les affaires étrangères, notre sœur Aïssata, c'est des ministères, mais vraiment très stratégiques, qui sont portés aujourd'hui par des femmes. Ça vous donne juste une idée de comment le président Macky Sall considère la femme et le leadership féminin. Mais au-delà de ces ministères, dans des institutions telles que la gendarmerie, dans des institutions telles que la police, telles que l'Assemblée nationale, et d'autres on voit des femmes responsabilisées. Aujourd'hui, la parité, c'est le président Macky Sall qui a mis en œuvre la loi sur la parité. Si on parle aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale d'une présence de presque 50% de femmes, c'est grâce au président Macky Sall. Même dans nos collectivités locales aussi. Dans les collectivités même dans les bureaux locales. Des collectivités locales. Si on arrive aujourd'hui à invalider des bureaux de collectivités locales, des bureaux communaux, parce que justement, on a noté que le bureau n'était pas paritaire. Ça, c'est grâce au président Macky Sall. Et si on insiste pour dire que nous allons aller jusqu'au niveau local, nous allons insister sur les collectivités territoriales pour que tout soit paritaire, c'est grâce au président Macky Sall. Par contre, le combat reste également toujours d'actualité. Même si on a la loi, même si des efforts considérables sont en train d'être mis pour quand même respecter cette loi, il y a des dimensions qui nous résistent encore. Et nous voulons briser cette glace pour arriver à un leadership incontestable de femmes. Pourtant, s'attendre un jour à une présidente de la République du Sénégal? Mais pourquoi pas? D'autant plus que les femmes sont plus nombreuses. Il y a des pays qui ont déjà connu ça. Ce n'est plus pour nous un blocage, ce n'est plus pour nous... Oui, ça peut être une réalité au Sénégal. Et je pense qu'avec les actions prises par le président Macky Sall, avec la confiance du président Macky Sall envers cette tranche, cette femme, les femmes de façon générale, on peut arriver naturellement à parler de présidente du Sénégal un jour. J'y crois fortement. Merci, Madame la ministre. On le sait aussi, Madame la ministre, les violences basées sur le genre connaissent une forte recrudescence à travers le monde. Alors, quelles sont les stratégies mises en place par votre département pour combattre ces phénomènes-là? Alors, les violences, c'est également un thème d'actualité au Sénégal, malheureusement. Parce que je pensais quand même qu'en 2022, même si par ailleurs des violences peuvent exister, il y a de ces types de violences, pour moi, ça devait être dépassé depuis des années. Parce que depuis qu'on parle de leadership féminin, depuis qu'on parle de repositionnement des femmes pour un développement économique et social au Sénégal, je pense qu'on devait quand même dépasser ce moment où on parle de violence physique sur les femmes. Parce que vous savez, il y a différentes formes de violence. Il y a violence pour être psychologique. On en assiste, des violences psychologiques, des violences morales, des violences verbales. Mais c'est la violence physique que je ne tolère pas du tout, moi. Parce que quand on parle de la femme, on a un maillon faible en termes de présence physique. Parce que la différence entre un homme et la femme, c'est la force physique. Si on arrive à lever la main vers ce maillon faible, c'est une façon volontaire de l'humilier, une façon volontaire de la toucher. Pour moi, les violences,
Ça doit être, oui, toujours un thème d'actualité, mais la violence physique, ça doit être banni. De la même façon, de la même sorte que toutes les autres violences. Mais la violence physique, pour moi, c'est quelque chose qu'on ne devrait jamais, jamais parler au Sénégal. On est arrivé à un niveau où les femmes commencent à montrer d'autres formes de rapports entre hommes-femmes. Nous sommes dans une société de religion, où c'est soit la religion musulmane, chrétienne ou autre. Mais fondamentalement, nous sommes une société religieuse. Il y a, dans aucune religion, on accepte la violence sur les femmes. Dans aucune religion. Notre tradition ne l'accepte pas aussi. Donc, notre façon de vivre ne l'accepte pas. Donc, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, ça demeure, cette violence physique sur les femmes. Les autres formes de violence aussi, nous en parlons régulièrement. Cette violence psychologique sur la femme, mais la violence économique, c'est une réalité. Quand une femme n'a pas la possibilité de nourrir sa famille, quand l'homme qui est chef de famille, parce que jusqu'à présent au Sénégal, le code de famille dit que l'homme est chef de famille. Quand l'homme, le chef de famille, ne peut pas satisfaire les besoins de la famille, quand la femme décide ou volontairement va chercher pour nourrir la famille, parfois, elles sont violentées dans ce jeu d'aller chercher à nourrir la famille. Cette violence économique, que j'appelle économique moi, parce que c'est tellement important, c'est tellement dur, c'est tellement touchant de voir une femme qui n'a pas la possibilité de nourrir sa famille et de l'interdire. J'allais me revenir sur cette question, c'est-à-dire aujourd'hui, on voit carrément beaucoup de les divorces. Voilà, il y a beaucoup de cas de divorce et souvent les femmes sont les plus exposées, surtout si vous avez des femmes qui ont des enfants à nourrir et qui deviennent, on a des familles monoparentales et elles sont exposées à beaucoup de choses. Est-ce que votre ministère a des stratégies pour aider, soutenir un peu ces femmes dans ces situations difficiles et je dirais même précaires? Alors, j'allais terminer sur les violences pour en parler sur les dispositifs qui sont au niveau du ministère pour prendre en charge ces violences-là. Et ce sont les mêmes dispositifs qui répondront à la question suivante sur les divorces. Tout à fait. Alors, sur les violences, en termes de dispositifs, au niveau du ministère, nous avons approché la question en essayant d'abord de mettre l'accent sur là où il y a le problème, là où le problème est plus accentué, c'est la connaissance, ou en tout cas la dénonciation. Parce qu'en fait, beaucoup de femmes sont violentées ou subissent des violences et elles n'en parlent pas. On s'est rendu compte... le concept du suture. Oui, on s'est rendu compte de cela et nous avons dit d'abord, commençons à mettre à la disposition des femmes une façon, un outil qui leur permet de parler. Parce que comme j'ai l'habitude de dire, si on donnait le micro à toutes les femmes du Sénégal, on allait entendre des histoires et des histoires. Mais nous avons compris cela au niveau du ministère et nous avons mis en place une ligne, un numéro vert, le 116, qui est accessible H24. Le numéro vert, ça rappelle le numéro 116, qui est accessible H24 tous les jours, 24 heures sur 24. Les appels sont gratuits aussi. Gratuits, et qui nous permet de recenser les femmes qui subissent des violences et qui n'ont pas peut-être le droit ou n'ont pas la possibilité d'en parler. On peut parler directement sur cette ligne. Ces femmes qui assistent à des violences ou qui connaissent des violences et qui ont la possibilité de nous contacter. Nous les appelons à appeler sur ce numéro-là pour en parler. Parce qu'il faut savoir une chose. Le fait d'être victime de violence, c'est une chose. Mais le fait d'en parler, ça peut soulager beaucoup de choses. Tout à fait. Parce qu'on le dit souvent. Parler quand on a un problème, ça soulage. Donc, ne serait-ce que le fait de les écouter. On a des personnes qui sont derrière cette ligne et qui écoutent les femmes, qui vous permettent de nous dire exactement ce que vous subissez, mais également si vous êtes témoin de victimes de violence, vous appelez. Donc c'est un premier dispositif qui est mis en place pour dénoncer les cas de violence faites sur les femmes. L'autre aspect, c'est qu'au-delà de la dénonciation, la prise en charge. Comment ces victimes sont prises en charge? Donc après cette dénonciation, nous avons une série d'actions que nous mettons en œuvre avec beaucoup d'acteurs aussi. Parce que nous travaillons avec les Badjonogo,
Nous travaillons avec tous les acteurs communautaires qui se trouvent au niveau local. Nous travaillons avec les collectivités territoriales. Nous travaillons avec les collectivités, les maires, les conseils départementaux, les élus locaux. Nous travaillons avec tous ces acteurs pour mettre en place une chaîne de prise en charge. C'est-à-dire, une fois la dénonciation faite, la victime est prise en charge automatiquement par l'acteur le plus proche. Parce que nous localisons la victime. Si ça se trouve que la victime se trouve à Tamba, précisément à Koussanar, je donne un exemple, nous allons voir à Koussanar quel est l'acteur le plus proche, le Badjanougor le plus proche, le comité qui gère les violences le plus proche. Nous l'activons pour une prise en charge rapide de la victime. Une fois cette étape passée, nous allons voir est-ce que la victime a besoin de prise en charge de santé, de prise en charge juridique ou juste a besoin d'une réconciliation. Parce que nous sommes aussi dans une société de réconciliation. Nous mettons en avant le premier instrument que nous avons au niveau de notre ministère, c'est de la réconciliation. Et donc, nous allons étape par étape prendre en charge les besoins de la victime. Donc, voilà les dispositifs ou le dispositif mis en place par le ministère de la Famille en rapport avec les autres ministères sectoriels. Nous travaillons avec le ministère de la Santé, nous travaillons avec le ministère de l'Éducation, nous travaillons avec tout le monde. Et cette ligne, ce n'est pas seulement les violences faites sur les femmes, mais également c'est une ligne destinée à prendre en charge les besoins des enfants. Les enfants qui sont en détresse, les enfants qui sont dans la rue, les enfants qui ne retrouvent pas les familles. Donc cette ligne également est ouverte pour cette prise en charge-là. Donc pour vous dire que les violences, y compris maintenant les divorces, parce que comme vous le dites, beaucoup de femmes sont divorcées aujourd'hui. Il y a beaucoup d'études qui nous reviennent pour nous donner un peu les sources de divorce. Mais pour nous, le plus important, c'est une fois le divorce prononcé. Parce que voilà, la prononciation du divorce, ça peut être en commun, en commun accord avec le mari, comme ça peut aller jusqu'au tribunal. Hein, on a toutes ces formes de divorce-là. Mais une fois le divorce observé, la femme, si elle est dans une situation de vulnérabilité, nous avons également des dispositifs de prise en charge. On a des programmes qui s'activent au niveau du ministère, justement pour prendre en charge les femmes. Il faudrait que la femme se signale au moins. C'est ça, c'est-à-dire nous avons des centres d'autonomisation des femmes, les centres départementaux, qui étaient des centres régionaux, comme le CEDAF de Koussanar, qui reste notre point d'entrée dans la région. Parce que le président Macky Sall également a très tôt compris que pour prendre en charge les besoins des populations, il faut être à leur côté. Il faut de la proximité avec les populations. On ne peut pas être à Dakar et prendre en charge une femme qui est en détresse à Koussanar. Donc, il fallait avoir ses pieds à Tamba. Heureusement, nous avons le seul centre départemental qui est à Koussanar et nous travaillons à faire de sorte que chaque département ait son centre destiné à la femme. Que ce soit le département de Tambacounda, que ce soit le département de Koupentoum, Goudiri. Donc, pour le département de Tamba, le centre se trouve à Koussanar. Donc, toute femme qui a un besoin de prise en charge, qui se sent vulnérable, peut aller directement vers ce centre. Il y a des bureaux d'écoute là-bas. Il y a le bureau d'enrôlement des crédits. Il y a le bureau d'écoute. Il y a vraiment des assistantes sociales qui sont disposées à écouter les femmes à prendre en charge. Donc, si la femme divorcée se signale comme étant une femme vulnérable, nous avons tout un ensemble de programmes qui peuvent être activés pour encadrer et soutenir cette femme soutenir la femme. Tout à fait. Okay. Merci, Madame le ministre. Vous avez célébré cette année la journée internationale de la femme rurale à Darou Khoudoss, dans le département de Tivaouane. Quel enseignement tirez-vous de cette manifestation en faveur des femmes rurales? Alors, Darou Khoudoss, c'était ma première sortie d'ailleurs. Quand j'ai été nommée ministre de la Femme, la première sortie, c'était à Darou Khoudoss. En tant que femme rurale, parce que moi, je me considère comme femme rurale, parce que je suis de Diourbel. Comme le président Macky Sall. Tout à fait. Donc, en tant que femme rurale, faire une première sortie vers une zone rurale, rencontrer également les femmes rurales, c'était pour moi cerise sur le gâteau. Donc, ce que le président Macky Sall m'a fait, c'était énorme. Cette rencontre m'a permis également de comprendre que, comme je l'ai dit au début de la communication, les femmes se trouvent dans le Sénégal en profondeur. Pourquoi? Parce qu'à Tivaouane, j'ai rencontré des femmes qui sont dans les transformations de beaucoup de produits. Et j'ai découvert là-bas même des produits jamais connus sur la table des produits du Sénégal.
J'ai rencontré des femmes qui s'activaient dans l'agriculture, des femmes qui s'activent dans l'élevage et qui m'ont proposé, qui m'ont présenté des produits dérivés du lait. J'ai rencontré là-bas des femmes qui s'activent dans les mines. Parce que Darou Khoudoss aussi, c'est la zone minière. C'est comme Tambacounda, c'est la zone minière. Et il y avait une dualité entre l'agriculture et l'exploitation minière. Et c'est là où j'ai compris la problématique profonde de ces dames-là qui me disaient, on a le choix entre laisser les industries extractives exploiter nos terres ou nous laisser nos terres s'activer dans l'agriculture. Je leur disais, il faut dans les deux analyser les pertes et profits. Quel serait selon vous le meilleur schéma? Et là, j'ai compris, effectivement. Elle me disait que les personnes, ou en tout cas les industries extractives qui utilisaient les terres, si ces industries avaient mis dans leur schéma un plan d'appui à l'autonomisation des femmes, ça pouvait peut-être remplacer les avantages que les femmes pourraient tirer de la terre. Mais malheureusement, on a observé ce jour-là que ce n'est pas le schéma qui est mis en avant. Et donc, ça nous a permis de poser la problématique de l'accès des femmes à la terre. Parce qu'avant de faire l'exploitation agricole, il faut avoir la terre, la disponibilité de la terre. C'est une vieille doléance des femmes d'ailleurs. Or, les industries extractives, comme elles sont beaucoup plus nanties, elles ont beaucoup plus accès à la terre. Ces femmes qui ont déjà des limites, parce que voilà, dans la compréhension, dans la vie sociale de la femme du Sénégal, ce n'est pas la femme qui doit détenir la terre, mais c'est l'homme. Tout à fait. Donc, ce problème, nous l'avons approché à Darou Khoudoss et ça m'a permis de travailler avec des organisations et des associations pour résoudre ça. Parce que nous l'avons vu à Darou Khoudoss, mais ça doit être pareil ici, à Tambacounda, qui est également une zone minière. Donc, cette dualité agriculture-activité minière, il faut la poser sur la table. Et il faut insister pour que ces sociétés qui exploitent les terres dans le cadre de l'activité minière mettent dans leur schéma de développement ou dans le schéma d'assistance ou dans le RSE l'accompagnement des femmes à travers des activités génératrices de revenus. Tout à fait. Je pense que c'est cette façon combinée qui nous permettront d'avoir un schéma où toutes les parties prenantes seront à l'aise. Mais quand on exploite... Qu'en est-il de l'allègement des travaux voilà. Oui, on est dedans dans l'allègement. C'est un élément de l'autonomisation des femmes. Parce qu'une femme, comme je l'ai dit, qui travaille dans les champs, qui travaille ou bien dans les maisons, qui doit piler le mil aussi, qui doit piler le mil, qui doit aller chercher de l'eau à travers des bassines, revenir, préparer à manger. Si elle met plus de 6 heures de temps à faire ce travail-là, au moment où elle pouvait mettre 2 heures de temps, aller utiliser les 4 heures en rentabilisant ces 4 heures dans une activité génératrice de revenus, pour moi, c'était le meilleur schéma. Et c'est pourquoi nous l'avons combiné, l'allègement et l'autonomisation. On allège les femmes, les travaux des femmes, pour gagner en temps, pour gagner en efficacité, utiliser maintenant ce temps gagné pour rentabiliser en activité génératrice de revenus. Donc, c'est des actions combinées au niveau du ministère et nous veillons à ce que les femmes soient allégées dans le cadre de leurs travaux, comme j'ai dit, travaux domestiques, parfois même non rémunérés, mais utiliser le temps gagné dans l'autonomisation des femmes. D'accord. Alors, revenons sur les grands axes de la politique de votre département en matière de protection des enfants. Bon, on va laisser un peu les femmes, mais pour revenir maintenant aux autres cibles de votre département, en l'occurrence les enfants, peut-on avoir une idée de vos stratégies sur des pratiques comme les mariages et grossesses précoces, les mutilations génitales, la mendicité, les abus, etc. Alors, l'autre volet très important dans le cadre de notre mission, c'est les enfants. L'autonomisation, plutôt la protection des enfants constitue un volet très très important. Pourquoi? Parce que on ne peut pas parler de femmes déjà sans enfants. Parce que ce sont les femmes qui sont les mères qui gèrent les enfants. Et si nous voulons rendre autonome une femme, il faut prendre en charge son enfant. Beaucoup de femmes sont restées dans les maisons parce que malheureusement, n'ont pas la possibilité de faire garder leur enfant quelque part ou en tout cas de gérer la famille. Donc, elles sont obligées de rester dans la maison. Donc, logique pour logique, si nous voulons avoir un développement porté par les femmes, des femmes autonomes, il faut prendre en charge ces enfants. La prise en charge des enfants, c'est d'abord la prise en charge en termes de garde, c'est-à-dire où mettre les enfants dans un lieu sûr qui permettront à la mère de travailler paisiblement. Et dans ce cadre, on a développé ce qu'on appelle les cases des tout-petits, qui sont
des garderies d'enfants mises en place par les autorités, mais de façon communautaire. Parce qu'avant aussi, on avait du mal à trouver une famille vulnérable qui amène ses enfants dans les crèches ou dans des écoles privées. Donc, nous avons développé les garderies d'enfants. Ces garderies communautaires permettent aux enfants, permettent aux femmes de garder en sécurité les enfants et de les travailler. Dans ces garderies, nous mettons de l'enseignement de qualité. Donc, qui permettent à ces enfants-là, une fois l'âge d'accéder à l'école normale, avoir des bagages, préparer l'enfant avant l'accès. Parce que des études également ont montré que des enfants qui sont passés par les garderies ont beaucoup plus de chances de réussir dans les écoles primaires. Tout à fait. Et donc, c'est pourquoi nous mettons l'accent sur un enseignement de qualité, une garde de qualité dans ces garderies d'enfants. Et parallèlement, nous avons travaillé aussi dans la prise en charge de ces enfants, ces petits-enfants, en veillant sur la nutrition de ces enfants, sur la santé de ces enfants, de façon générale sur tous les besoins de ces petits-enfants. Ce qu'on appelle le développement intégré de la petite enfance. Au lieu d'accentuer, de mettre l'accent sur la garde, on dit, en dehors de la garde, regardons la santé, regardons la nutrition, regardons le bien-être de la petite enfance. C'est donc, nous avons développé ce qu'on appelle un programme entier de développement intégré de la petite enfance. Et en dehors de ces besoins, la prise en charge de leurs droits. Les enfants ont des droits. Le droit d'accéder à l'école, le droit de santé. Il y a de ces droits, nous essayons de les sécuriser, mais également de les approfondir. Donc la prise en charge de l'enfant, depuis la petite enfant jusqu'à l'enfant généralement, jusqu'à la majorité, c'est un volet très important au niveau du ministère. Et la protection contre ces phénomènes que je viens de citer, les grossesses précoces, etc. C'est l'ensemble qui fait la prise en charge. Parce que les fléaux que vous venez de citer, c'est des fléaux réels que nous vivons, avec lesquels nous vivons. Mais comme j'ai dit, c'est des dimensions prises en charge intégralement. On parle d'enfants dans la rue ou de mendicité. C'est une réalité, peut-être pas de façon prononcée à Tamba, mais dans des villes comme Dakar, c'est une réalité. Il y a du commerce sur les enfants que nous avons détecté et que nous sommes en train de mettre des stratégies pour retirer ces enfants dans la rue, parce que comme on a l'habitude de dire, la place de l'enfant, ce n'est pas la rue. C'est soit l'école, soit la maison. Donc nous y travaillons. La problématique des grossesses précoces, qui est une problématique réelle dans les zones centres, dans les zones sud du Sénégal. Parce que comme je vous dis, ayant vécu à Tamba, j'ai vu des camarades de classe qui ont arrêté leurs études à cause d'une grossesse. Donc c'est une réalité. Nous y travaillons en relation avec, comme je dis, les acteurs communautaires. Les Badjanougor. Est-ce qu'il y a suffisamment de sensibilisation? Oui, alors nous allons prononcer la sensibilisation. Nous allons accentuer la sensibilisation. Nous allons, en 2023, utiliser même le réseau des écoles. Travailler au niveau des écoles pour renforcer la sensibilisation. Il y a des programmes qui sont au niveau du ministère. Je pense qu'ils seront activés en 2023. Parce que comme j'ai dit, moi, je pense que la problématique, surtout des jeunes filles, c'est au niveau des écoles. Il faut aller jusqu'aux écoles pour parler avec ces jeunes filles. Les cibles sont là-bas. Donc nous allons faire le tour des écoles. Parler avec les jeunes filles, les mettre à l'aise pour parler de sexualité. Parce que c'est un problème. Ça ne doit pas plus être une question de tabou. Oui, au Sénégal, on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup. Malheureusement, ça fait des dégâts. Parce que beaucoup ne connaissent pas en réalité ce que c'est que la sexualité. Parce que c'est devenu tabou. Or, c'est une réalité que nous vivons en tant que filles, en tant que femmes, avec des problématiques liées à notre sexualité. Il faut qu'on ose poser ces problèmes. Donc, nous allons parler à ces jeunes filles-là. Parce qu'en dehors des questions de violence, il y a d'autres aspects qui intéressent les jeunes filles, mais personne n'en parle. Tout à fait. Parce qu'elles se sentent gênées même d'en parler. Pourtant, il y avait des cours club, je ne sais pas, les clubs EVF. C'est toujours d'actualité. Il y a beaucoup de clubs EVF qui s'activent, qui font des renforcements, mais c'est toujours un besoin. La sensibilisation, l'accompagnement des jeunes filles, le renforcement pour leur faire parler. Pour leur faire parler. Pour qu'elles vraiment se mettent à l'aise pour parler de leurs problèmes. Il y a des problèmes elles vivent des problèmes en interne. J'ai tout à l'heure évoqué ce problème qu'on a rencontré dans certaines zones. Les toilettes dans les lycées, dans les écoles, c'est des problèmes. Les filles ne peuvent pas partager
ou en tout cas même en le partageant, elles le font mais avec des gènes mais énormes. Parce que justement, les toilettes ne sont pas aptes à recevoir une fille. Ça, c'est des réalités dans les écoles. On est en train de formuler un programme avec un bailleur. C'est même ce bailleur qui m'a mis le mot à l'oreille. Comme quoi il a rencontré des écoles où les filles développent des maladies. Parce que justement, ne veulent pas rentrer dans les toilettes. Elles retiennent les urines, elles retiennent leurs besoins. Du matin jusqu'au soir pour éviter de rentrer dans les toilettes des écoles. Et malheureusement, ça a généré une nouvelle maladie qui est en train de faire des ravages dans les écoles. Mais donc, raison pour laquelle en parler. Il faut en parler. Il faut qu'on en parle. Ces sujets. Et donc, vous comptez lutter contre Mais oui, on va améliorer les conditions d'existence des filles à l'école. Mais c'est ça notre rôle. Notre rôle, c'est de voir toutes ces problématiques. Parce que comme je dis, les problématiques aussi, ça évolue. Ça évolue. Il y a des problématiques posées peut-être les années 80. Ce n'est plus d'actualité. Mais il y a de nouvelles problématiques qui intéressent les filles, qui intéressent les femmes. On n'en parle pas. Donc moi, mon objectif en tant que femme et en tant que jeune femme, c'est de faire poser toutes ces nouvelles problématiques-là et de développer des prises en charge claires. Vous avez parlé tantôt de sensibilisation. Et aujourd'hui, le numérique nous offre beaucoup d'opportunités et les filles aussi, chaque fille presque a sa tablette ou bien son téléphone portable. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait bien de passer par le numérique ou bien le digital pour davantage sensibiliser? Tout à fait. Nous allons utiliser le numérique. De toute façon, nous sommes obligés d'utiliser le numérique. Aujourd'hui, si nous voulons vraiment être en phase avec tout ce qui se passe dans le monde, si nous voulons être en phase avec tout le développement qu'on dit en termes d'émergence et tout, le numérique devient incontestablement un outil indispensable. Tout à fait. Donc, nous allons l'utiliser. Nous allons déjà, dès même l'âge des tout petits, au niveau des cases des tout petits, on commence à leur parler du numérique. Parce qu'on voit maintenant que nos enfants, même de très très petits enfants, ont accès au téléphone. Tout à fait. Nos petits-enfants là, des enfants de 3-4 ans, commencent à manipuler notre téléphone. Absolument. Donc ça devient une réalité, même au niveau des cases des tout petits. Nous commençons à mettre des classes informatiques pour faire un peu parler du numérique et de la digital. C'est pareil aussi avec les jeunes filles, c'est pareil avec les écoles, c'est pareil avec les femmes. Ce matin, je disais aux femmes, utilisez vos téléphones maintenant. Vous n'avez pas besoin tout le temps de venir ici au SEDAF pour parler avec nous. Utilisez vos téléphones. Tout à fait. Donc nous allons vraiment se mettre au numérique, mais attention, nous allons aussi sensibiliser. Parce que le numérique, il y a une forme de violence observée dans le numérique. Des femmes sont violentées à travers Internet. Non, ça c'est une réalité. Des femmes sont violentées. Oui, les contenus, on met du n'importe quoi, excusez-moi du terme. Mais également, aujourd'hui, il y a des menaces il y a même des suicides. Hein. Parce qu'on dit, oui, j'ai vu votre photo. Si vous ne faites pas attention, moi, je la publie. Ça, c'est une violence extrême. Harcèlement. Mais tout ça. Donc, il faut faire attention. Oui, pour le numérique, mais de façon sécurisée, de façon responsable et de façon consciente. Tout à fait. Alors, on va évoluer un peu, continuer le débat. N'est-ce pas, l'absence de pièces d'état civil est une forme de violation des droits de l'enfant. Et pourtant, nombreux sont les enfants, surtout en milieu rural, qui n'ont pas de pièces d'état civil. Voilà. J'ai pu remarquer depuis quand même notre présence à Tamba, les acteurs avec lesquels j'ai parlé depuis ma présence ici me reviennent sur les états civils. Donc j'ai posé la question pour voir est-ce que réellement c'est une problématique avérée. Mais oui, je confirme. Parce que même avant votre question, j'ai pu vraiment rencontrer des acteurs qui m'ont parlé des problèmes d'état civil. Alors, c'est un problème qui n'est pas propre à Tambacounda. On l'a constaté sur tout le Sénégal. Que même dans ma chère région à Diourbel, c'est une réalité. On a vu des élèves qui ont failli ne pas faire l'entrée en 6e ou le bac parce que ne disposons pas d'extrait de naissance. Donc c'est un problème que nous sommes en train de prendre en charge en rapport avec les autres ministères concernés, mais surtout en rapport avec la case des tout-petits. Pourquoi je le dis? Parce que les problèmes devront se régler au niveau plus bas. Qu'on n'attende pas jusqu'au bac, jusqu'au CM2, ou jusqu'à... Oui, pour revendiquer la pièce d'identité ou revendiquer l'extrait de naissance. À mon avis, les enfants, depuis la naissance, devront avoir un extrait de naissance. Donc, malheureusement, pour avoir un extrait de naissance, il faut une déclaration de naissance. Si des enfants naissent sans être déclarés, mais c'est là aussi, c'est un problème.
Donc, d'où la responsabilité des parents aussi. Il faut déclarer. Et la déclaration des naissances, beaucoup de choses, beaucoup d'outils sont mis en œuvre. Moi, j'ai vu des villages qui m'ont dit que le chef de village a un registre maintenant. Un registre de naissance. Tout à fait. Où le chef de village peut délivrer, même si ce n'est pas un ex reconnu, mais un papier, pouvant permettre aux parents de s'enregistrer au niveau des états civils. Tout à fait. On me dit même parfois, les imams, on leur demande d'avoir des registres. Tout à fait. Parce que ce sont ces imams-là qui vont baptiser les enfants. Donc, je me dis que l'État a tout fait. L'État a vraiment tout fait. Maintenant, il reste la responsabilité des parents. Donc, nous lançons un appel aux parents. L'acte de naissance est un droit. Il faut que les enfants accèdent à leurs droits. Et l'acte de naissance est un droit. Et ce droit, nous le revendiquons aux parents. Parce que si j'allais comprendre, si on me dit que le parent est parti, mais au niveau état civil, on refuse de l'enregistrer, oui, il n'y a pas de... Non. En ce moment, ce n'est pas ce problème-là. En ce moment, le problème réel, c'est qu'il n'y a pas de déclaration de naissance. Donc, c'est aux parents d'aller déclarer les enfants. Mais en dehors de cela, nous essayons de mettre en place une stratégie. Ces enfants qui ne sont pas encore déclarés sont nombreux dans les crèches. Nous travaillons avec le PIPA-DHS, qui est un programme dans la Banque mondiale, qui prend en charge les enfants, les tout petits enfants, pour mettre en place au niveau de nos cases des tout petits, la possibilité de régulariser des enfants. En tout cas, tout enfant inscrit dans une case va avoir son extrait de naissance. Et j'ai même vu que même dans la distribution des bourses sociales, cette condition est exigée. Pour que la famille puisse continuer à bénéficier de bourses sociales, il faut impérativement que tous les enfants de cette famille soient déclarés à l'état civil. C'est ça, l'État, comme je vous dis... Il y a beaucoup de mesures quand même. Pour oui, l'État pense que quand même c'est une condition sine qua non dans l'évolution normale d'une personne. L'existence. Parce que ça, c'est un problème d'existence. Si vous n'avez pas la pièce, ça veut dire qu'on ne vous reconnaît pas comme Sénégalais. Donc l'existence, le début, c'est d'avoir d'abord l'extrait de naissance, après la pièce d'identité, qui vous donne l'identification nationale pour vous compter parmi les Sénégalais. Il y en a plein qui ne sont pas comptés. Or, c'est des Sénégalais de mère et de père, donc des Sénégalais de droit. Mais malheureusement, si l'enfant n'est pas déclaré, on ne peut pas le considérer comme Sénégalais, malheureusement. Ouais, bientôt, ce sera la fin de cette émission, mais je voudrais que vous reveniez un peu sur les activités parallèles que vous avez menées à Tamba, parce que vous venez de Koussanar, vous venez de me dire tout à l'heure. Ouais. Voilà, et en marge de cette tournée ou bien de ce conseil des ministres délocalisés, qu'avez-vous mené comme activité sur le terrain? Beaucoup d'activités. J'ai profité de ma présence à Tamba pour faire vraiment le bouchon double. C'est-à-dire les équipes ne se sont pas reposées. Okay. Depuis 4 jours, on est sur le terrain. Beaucoup d'activités. D'abord, nous avons inauguré à Koussanar le bureau d'enrôlement des femmes, qui est le premier bureau d'enrôlement du Sénégal. Ça, c'est important, il faut le dire, il faut l'insister. Et quel est le rôle de ce bureau? Quelles sont les missions de ce bureau d'enrôlement? C'est un bureau qui est mis en place pour centraliser les demandes de financement des femmes. Okay. Parce que nous avons constaté que nous avons beaucoup de programmes et projets au niveau du ministère de la Femme qui reçoivent des femmes et qui accompagnent des femmes. Mais pas de façon synchronisée, pas de façon centralisée. Et ça me donne moi-même des possibilités pour faire un suivi global de combien de femmes ont été encadrées par les instruments, les outils du ministère de la Famille et combien de femmes restent à encadrer. Nous avons ce même problème quand on passe du ministère de la Femme pour arriver au FONGIP. Parce que ce n'est pas que le ministère de la Femme qui finance. Le président a développé beaucoup d'outils pour la prise en charge. Mais oui, je vous dis, le président a développé beaucoup d'outils pour accompagner, encadrer les femmes et les jeunes. En ce qui concerne les femmes, il y a le FONGIP, il y a l'ADER, il y a le 3FPT qui prend en charge la formation. Le volet formation. Il y a l'ONFP qui forme aussi. Il y a le PROMIS, qui est le programme de microfinance islamique. Donc 5 instruments. Et comme par hasard, 5 instruments portés par des femmes. Parce que l'administrateur du FONGIP, c'est une dame. Ma sœur Thérèse Faye. L'administrateur ou la directrice générale 3FPT, Abissé, c'est une dame. Le 3FPT, Sophie Diallo, c'est une dame. Le PROMIS, Nene Fatma, c'est une dame. Donc, le président a donné l'occasion rêvée aux dames de satisfaire tous leurs besoins. Tout à fait. Et donc, tous ces instruments qui travaillent et qui recensent les demandes de financement et qui financent par ailleurs, si on n'a pas une base de données centralisée, ça va être très difficile de mesurer l'impact de ces instruments
dans le développement des femmes. Donc c'est pourquoi nous avons initié un bureau d'enrôlement au niveau du ministère de la Femme qui n'a rien à voir avec le bureau d'enrôlement du Promise, avec le bureau d'enrôlement du FONGIP, avec le bureau d'enrôlement de 3FPT, avec le bureau d'enrôlement également de la DER. Mais l'objectif, c'est qu'à terme, tous ces plateformes d'enrôlement soient synchronisées pour avoir une seule base de données. Pour dire qu'en 2023, le ministère de la Famille a financé ou encadré 1 million de femmes. Le ministère, ou en tout cas la DER a encadré, les autres outils ont encadré. Et la somme donnera au présent véritablement le niveau d'encadrement des femmes. Donc c'est pourquoi nous avons installé et inauguré ici à Koussanar, à Tamba, le premier bureau d'enrôlement pour les crédits pour les femmes. Donc ça s'appelle plateforme Crédit Femmes, disponible à Koussanar et accessible à toute population de Tamba. Tout le département de Tamba peut s'enrôler. Et même la région de Tamba. Si vous êtes organisé, vous êtes un groupe de femmes de 10, vous êtes dans une activité de développement ou économique identifiée, allez là-bas directement. On va vous enrôler, mais gratuitement, et que le ministère de la Femme va vous encadrer également gratuitement. Donc ça, on l'a fait en marge du conseil. Inaugurer notre premier bureau d'enrôlement ici à Tamba. Et c'est le premier bureau d'enrôlement également au niveau national. Ça, c'est important. Nous avons également fait, en marge de cette visite, nous avons rendu visite à des unités de production qui s'activent dans la transformation de céréales. Des braves dames qu'on a rencontrées à Koussanar. Vraiment des femmes qui méritent un accompagnement. Des femmes qui sont développées à elles seules ou bien qui ont vu peut-être un ONG qui est venu les appuyer. Donc nous engageons à les accompagner. Mais également, nous avons vu des femmes agricultrices qui sont dans le maraîchage, qui s'activent tous les jours pour prendre des produits, écouler à Koussanar, revenir au village pour préparer à manger. Donc bref, nous avons profité de la visite du président. Vous étiez aussi au terrain de la gare. Il y avait quoi là-bas? Il y avait une manifestation, c'était la remise des financements. Parce que nous avons financé. On a profité de notre présence pour accompagner 1100 femmes. Ces 1100 femmes sont structurées autour de 104 unités de production. Les 100 unités de production, ou en tout cas les 100 groupements de femmes identifiés, ont reçu chacun 1 million, chaque groupement. Ce qui fait 100 millions. Donc, financés avec notre partenaire IMSEC. Et c'est des financements à des conditionnalités très faibles. C'est-à-dire, nous avons essayé de lever dans ce financement les contraintes d'accès, à savoir les taux d'intérêt très bas. Un taux d'intérêt qui égalise 0. Nous l'avons négocié avec nos partenaires. Il n'y a pas de conditions d'accès parce que même la prise en charge des frais d'accès, c'est-à-dire l'ouverture de compte, la caution, la garantie, tout a été pris en compte. Donc la femme accède mais facilement à ce financement en y déboursant 0 franc. Et le financement, c'est sur 1 an. Le groupe de 10 à 1 million, elle travaille sur 1 an et elle rembourse même pas 0, quelques %. Donc, c'est 100 millions que nous avons financés hier avec 100 groupements de femmes. En dehors de ces 100 millions, nous avons financé 64 millions autres, destinés à 4 unités de production. Parce que nous avons un programme, le PADES, qui est un programme d'appui aux femmes et aux jeunes, en partenariat avec la Banque islamique de développement qui nous a financé. Nous avons identifié 4 unités de production et ces 4 unités de production ont été accompagnées à autour de 64 millions. Il y a une unité qui a reçu, je pense qu'il se trouve à Goudiri, qui a reçu 33 millions de renforcement de besoins. Ce sont des unités qui existent et nous avons appuyé ces unités-là. Donc ça aussi, nous l'avons donné hier à la gare et ça continue. C'était juste un signal pour donner aux femmes, pour leur dire que nous sommes là. Donc vous leur avez déjà donné un bon cadeau de fin d'année. Prête à les accompagner. Et en plus, hier, on l'a annoncé, nous travaillons en parfaite collaboration avec le 3FPT, avec la DER, avec le FONGIP. Notre souhait, c'est que les 100 premiers groupements sélectionnés à Tamba soient accompagnés dans la formation. Le 3FPT est là. Ils vont prendre les 100 groupements. Nous allons les former dans diverses activités. Certaines en savonnerie,
d'autres en céréales, d'autres en huileries, pour qu'on finisse d'ici 6 mois, qu'on installe 100 unités de production à Tamba. Okay. Donc c'est un modèle économique que nous sommes en train de dérouler. Okay. On ne finance pas les femmes et on les laisse partir. On les finance et on accompagne pour qu'à terme, qu'on ait au moins des unités installées ici à Tambacounda. Okay. Donc voilà de façon ramassée ce qu'on a pu faire avec cette visite qui nous a permis de rencontrer les acteurs aussi et de discuter avec elles. Alors, avant le mot de la fin, Madame le ministre, quels sont vos vœux de fin d'année ou bien de nouvel an pour les enfants et les femmes du Sénégal, et plus particulièrement ceux de Tambacounda? Oui, leur souhaiter une année de paix, souhaiter à toute la population du Sénégal une année vraiment de prospérité, une année d'abord de santé, parce que nous avons connu quand même des années, surtout les 2 dernières années, fortes de pression de santé avec le coronavirus ou avec la Covid, qui nous a freinés, qui nous a savonnés, mais dans tous les sens. Donc moi, je préfère une année vraiment de santé. De santé et de paix pour le Sénégal, mais surtout une année de prospérité pour toutes les familles. Une année d'autonomisation de la femme. J'aimerais quand même que ça soit une réalité au Sénégal, parce que nous en parlons depuis ma naissance. J'entends parler autonomisation, financement, renforcement. Moi, j'aimerais que 2023 soit une année véritablement d'autonomisation des femmes, d'installation de nouvelles unités, de développement de leurs activités, mais vraiment une année portée par les femmes, 2023. Pour les enfants, je leur souhaite une année de santé, comme j'ai dit, mais également une année de prise en charge de leurs droits. J'aimerais plus voir un Sénégal avec des enfants dans la rue. J'aimerais voir un Sénégal où chaque enfant trouve sa place dans la société, soit auprès de sa famille, auprès d'une institution de prise en charge. Donc, bref, je souhaite tout le meilleur pour le Sénégal en tout cas. Et le président a promis un grand bijou, un très beau bijou aux femmes de Tamba, le marché sous-régional que vous avez dépassé en allant à Koussanar. Je crois que ce marché aussi a beaucoup de potentiel pour aider les femmes de Tamba à être autonomes. Il y a également l'inauguration tout de suite de la maison des femmes. Ouais, réalisée par le Promoville. Voilà, ce sera tout de suite. Donc ça, c'est un cadeau aussi de fin d'année. Mais le marché serait également le plus grand cadeau pour les femmes de Tambacounda. Madame le ministre, le mot de la fin. Alors, vous remercier. Vous remercier vraiment pour cette opportunité que vous me donnez pour parler à toute la population de Tambacounda. Comme je vous ai dit, mon retour ici à Tamba, c'est quelque chose de grand pour moi. J'étais à Tamba en tant que jeune, en tant qu'élève, en tant qu'enfant. Je suis revenu en tant que ministre, c'est une fierté énorme. Hier, je l'ai dit au président de la République, quand il me disait que j'étais permis de revenir à Tamba, j'ai dit, monsieur le président, c'est le plus grand cadeau de Noël, en fait, de fin d'année que vous me donnez, que vous m'offrez. Donc, pour vous dire vraiment ma fierté, pour vous dire le bonheur que j'ai aujourd'hui de passer ces jours avec vous, mais pour vous dire que je suis toujours de Tamba. Merci. J'ai Tamba dans mon cœur. Merci. Parce que comme j'ai dit, j'ai passé 5 ans de ma vie inoubliable ici à Tambacounda. Donc, sachez que c'est toujours votre enfant. Sachez que c'est votre sœur qui est toujours ministre de la Femme et avec fierté, comme je l'ai dit, moi je me trouve une Tambacoundoise, comme on dit. ci cadre yu gàtt ci wolof ban message ngay lancé Tambacounda ñu lay déglu en tant que ministre de la Femme. Alors d'abord di la sant di la gërëm d'abord ndax may nga ma tey cette possibilité maanaam opportunité bi ma am ñëw wax waa Tamba di ma dégg loo xamante ni lu ma yàggoon bëgg la ndax ku jar Tamba def fi juróomi at sa àdduna jànge fi ñu tettale fi nga am fi ay yaay am fi ay papa am fi ay lu nekk ndax mën naa ko wax quartier bu ma dugg ci Tamba rek mën naa la wax fii amoon naa fi benn koo xam sama tante la woon sama yaay la sama nijaay lu ne ma am ko Tamba kon boo ma permettre ma ñëw toog fii pour waxtaan ak waa Tambacounda dama la ciy sant di la ci féliciter mais di la ci gërëm
mais également di profiter ci occasion bi pour wax waa Tamba ni man de contentement laa am maanaam fierté lay sentir ndax bi ma ñëwee dañuy dem Tamba rek li ma yëg ci sama yaram maa ko xam bi ma ñëwee ba duggaat ci gouvernance gi nga xamante ni yaroo naa fa màgge fa tëdd fa ma ni président néeg bee ngay seet moo nekkoon sama néeg ci gouvernance ba loolu mënatuma koo dundaat donc là je suis en train di dawal sama bopp bi ay souvenirs yu yàgg mais wax dëgg yàlla bég naa kontaan naa di leen xamal daal doomu Tamba moo toog tey di wax te bu ma koy wax fierté laa koy waxee ndax Tamba jox na ma lu ma benn dëkk joxul mooy sama année scolaire bi yëpp ma jàngee ko fi 5e collège ba terminal loolu mooy la vie scolaire d'une personne te fii laa ko defee donc seen doom moo nekk ministère de la femme liggéey bi ma président sant nag ma war koo liggéeyal Sénégal yëpp njëkkee ko Tamba ndax sama sortie bu njëkk ngi nii bañ ma nomee ba tey c'est vrai dem nañ def ay tour ay Daaru Xuddoos def ay activités mais sortie tournée ñëw ci département toog fi ay fan maa ngi koy doog a def ma njëkkee ko Tamba sama fierté la comme on dit que hasard amul quoi. hasard amul yàlla mooy def yàlla mi xam ne fii laa jaaroon ngeen formé ma jàngal ma dem ñëwaat am lu ma yor jëmale ko ci askan bi ñu jox ma possibilité ma njëkk ko jox waa Tamba dama ciy sant yàlla bu wér alhamdulilah bureau bi ñu ubbi tey fii lañ ko njëkk a ubbi Sénégal action yi ñu def tey financement bi fii lañ ko njëkk a defee ci Sénégal kon sant la c'est une façon pour moi ma delloo njukkal Tamba daal donc delloo naa leen njukkal sant naa leen gërëm naa leen wax dëgg yàlla di leen wan sama disponibilité di leen wax ni également loolu la ñu président Macky Sall sant nee nañu nañ jege population bi dañu waxtaan ak ñoom nañu xool li ñu bëgg ñu def ko donc loolu moom dama leen koy wax ngeen soyez rassurés que man daal je suis à vos dispositions plutôt. D'accord. Merci Madame le ministre Dr Fatou Diané Gueye, ministre de la Femme et de la Protection des Enfants, que nous recevions sur ce plateau de Alkouma TV et de la radio leader Alkouma FM. Madame le ministre, nous sommes très ravis. Je crois qu'on a réussi aussi une belle émission. En tout cas, la radio Alkouma vous dit merci. Vous êtes le 2e ministre que nous avons reçu sur ce plateau. Donc ça aussi c'est historique. La première femme ministre reçue sur ce plateau et a fait ses études à Tamba. Ouais. C'est vraiment quelque chose de symbolique. Encore une fois, merci pour votre disponibilité. Merci aussi à votre cabinet et surtout à notre grand frère qui vous accompagne, Pape Oumar Samb, qui est une fierté ici à Tambacounda, une référence pour nous les jeunes. Merci aussi à ces belles dames qui vous accompagnent. En tout cas, nous vous souhaitons un très bon séjour merci à Tamba, beaucoup. Mais surtout un bon retour et bonne fête de fin d'année à toutes et à tous. Merci à la régie aussi. Merci et bonne soirée. Bonne soirée. Merci.